Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver comme chaque mercredi pour Cœur de patrimoine. Vous le savez, sur Radio Patrimoine, on a rendez-vous pour partager ensemble une petite heure avec un objectif, optimiser la gestion de vos placements. À cette occasion, les meilleurs experts nous rejoignent en studio pour vous apporter des conseils, des analyses de marché, des stratégies concrètes ou des décryptages encore sur tous les enjeux de la gestion de patrimoine. Alors au sommaire de ce 51e numéro de Cœur de patrimoine, nous nous pencherons d'abord sur les quotas carbone, un nouvel actif en pleine émergence. Faut-il s'y intéresser? Comment ça fonctionne? Quels risques? Quels gains? Vous saurez tout. Et nous ferons ensuite un point sur la conjoncture mondiale dans un contexte économique et géopolitique particulièrement mouvant. Puis, focus sur les familles recomposées. Pourquoi le choix du régime matrimonial est-il plus que jamais stratégique? Et pour finir, on déboulonnera quelques idées reçues bien ancrées sur la gestion de patrimoine avec à la clé des réponses franches et parfois un petit peu surprenantes. C'est parti pour Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et aujourd'hui, pour ouvrir l'émission, on va donc parler d'un placement atypique, voire très atypique, les quotas carbone. Pourquoi diable aller investir dans ce mécanisme qui a été pensé à la base pour faire payer les pollueurs? Est-ce vraiment un placement? Est-ce éthique? Est-ce rentable? Pour y voir plus clair, on a le plaisir d'avoir en plateau Valentin Lautier. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Vous êtes le fondateur d'Omayo, une société spécialisée dans l'accès à ce marché encore largement confidentiel. Alors, première question, j'ai envie de dire, mais question peut-être simpliste, mais moi qui m'apparaît essentielle. Le quota carbone, c'est quoi exactement et pourquoi avoir eu l'idée finalement d'en faire un support d'investissement? Alors, c'est pas du tout simpliste, je pense que c'est essentiel. Qu'est-ce que c'est? Les quotas carbone, les quotas d'émission, sont des titres financiers émis par la Commission européenne en quantité plafonnée et décroissante année après année, et que les grandes industries émissives, c'est-à-dire les industries qui émettent des gaz à effet de serre, doivent restituer à la Commission européenne en quantité équivalente à leurs émissions. Par exemple, si je produis de l'énergie, si je produis du ciment, de l'acier, si je produis du papier, du sucre, si je suis un transporteur aérien, si je suis un transporteur maritime, je dois à la fin de l'année restituer un nombre de quotas d'émissions équivalent aux émissions qui ont été produites dans le cadre de mon activité pendant l'année. Pour les restituer, il faut d'abord que je les détienne, et pour les détenir, il faut que je les achète. Pour les acheter, je vais me tourner vers un marché. Ces quotas d'émissions sont des titres financiers qui sont cotés en continu sur un marché sur lequel je peux donc les acheter avant de les restituer. Donc pour revenir à la deuxième question, pourquoi s'y intéresser? Ce sont donc des titres financiers qui, depuis 20 ans, ça fait 20 ans qu'ils existent, s'apprécient de manière régulière, parce qu'en fait, plus les quotas sont chers, plus les industries assujetties sont incitées à décarboner, et donc l'ensemble du mécanisme est organisé pour qu'il s'apprécie progressivement. Ce qui en fait donc un titre financier intéressant, avec un rendement. C'est également un marché liquide de 800 milliards d'euros de volume annuel en Europe, donc profond, liquide, et qui est le pilier de toute la stratégie énergétique, toute la stratégie climatique de l'Europe. Donc il associe faible corrélation, liquidité, rendement et impact réel sur les émissions. Pour moi, c'est le Graal de la finance climatique. Bon, je vais être un peu provocateur, mais tout ce que vous venez de me dire, c'est super, mais j'ai envie de dire que c'est presque réservé aux pros, que c'est, on va dire, peut-être hyper technique, il faut comprendre tous ces ajustements, etc. Je vais peut-être, vous allez m'en vouloir que je qualifie peut-être le truc d'un peu opaque, de manque de transparence, entre guillemets. Pourquoi est-ce qu'un particulier, un investisseur, un épargnant, devrait s'y intéresser? En fait, c'est très vrai de dire que c'est technique et complexe. En même temps, je connais assez peu de titres financiers qui, lorsqu'on s'y intéresse réellement, sont pas techniques ni complexes. Maintenant, il est quelque part assez normal que le mécanisme le plus efficace pour réduire les émissions soit un petit peu complexe. Si c'était simple, on n'aurait plus de problème de réchauffement climatique. Certes. En revanche, je ne peux pas vous laisser dire que ce soit opaque.
dans le sens où le mécanisme, son fonctionnement, toutes les données qui y sont associées sont extrêmement claires, disponibles et transparentes. Et ça, tout le monde peut avoir accès, entre guillemets, à ces infos. Absolument. D'accord. Après, il faut savoir où les chercher. Bien sûr. Nous, on les met à disposition. Donc, il y a tout un travail qu'on effectue pour rendre ce marché intelligible, mais il n'y a pas d'opacité. C'est extrêmement transparent. C'est bien plus transparent que d'investir dans un fonds dont finalement on a souvent du mal à connaître la composition réelle, le mode de réplication et ainsi de suite. Donc, c'est pas parce que c'est moins familier que c'est moins transparent. Et ce dont souffre le marché, c'est une absence de notoriété, de familiarité, peut-être aussi une absence de vulgarisation, mais certainement pas plus d'opacité. Alors pourquoi s'y intéresser ? Pour ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un marché très faiblement corrélé aux autres grandes classes d'actifs, qui s'apprécie. Donc une forme de diversification. Exactement. On ne va pas mettre l'ensemble de son patrimoine sur ce genre de titre. En revanche, mettre 1 à 5% de son patrimoine pour aller chercher un produit alternatif qui a surperformé toutes les autres grandes classes d'actifs sur la dernière décennie, qui s'apprécie presque par construction, malgré une forte volatilité, et qui est le mécanisme le plus efficace et le plus juste pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à grande échelle et à grande vitesse, à mon avis, c'est un sujet pour l'ensemble des investisseurs privés, c'est presque un sujet d'utilité publique quelque part. Bon, alors vous prônez une vulgarisation, on va essayer de le faire et de le diffuser le plus largement possible et d'être très concret. Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qu'on achète ? Où ? Et j'ai envie de dire comment Omayo justement intervient ? Alors, comment ça fonctionne ? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. C'est la Commission européenne fixe un montant de quota d'émissions pour une année donnée. D'accord. Chaque année, ce montant est inférieur à celui de l'année précédente. Donc, c'est un actif qui, dans son offre, est déflationniste. Donc, il est émis par la Commission. Absolument. Les euros sont émis par la Banque Centrale Européenne. Les quotas d'émissions sont émis par la Commission européenne. Ils sont échangés sur un marché. Les actions s'échangent sur Euronext. Les quotas d'émissions s'échangent sur Intercontinental Exchange, tout comme le gaz ou le charbon. Ensuite, sur ce marché vont venir participer l'ensemble des acteurs assujettis, 10 000 sites industriels à travers l'Europe, l'ensemble des transporteurs aériens, l'ensemble des transporteurs maritimes. Ça couvre la moitié de toutes les émissions de gaz à effet de serre à travers l'Europe. C'est gigantesque. Et vont aussi venir participer les grandes banques, les grandes institutions financières pour apporter de la sophistication et de la liquidité. Ce qu'on a fait chez Omayo, c'est on est venu rajouter une nouvelle couche pour permettre aux investisseurs privés, aux investisseurs individuels et familiaux de venir participer à ce marché. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'on va encapsuler ces quotas d'émissions dans des titres obligataires. C'est-à-dire que l'investisseur, il souscrit à une obligation émise par Omayo. Cette obligation représente une valeur qui représente systématiquement la valeur du quota sous-jacent. Donc, je vais souscrire à un cours qui correspond au cours des quotas au moment de la souscription. Et lorsque je veux sortir de ma position, je vais amortir l'obligation, c'est à ma main, à un cours qui correspond là encore au cours des obligations au moment de l'amortissement. Vous nous avez dit, presque structurellement, ces actifs s'apprécient. Ça veut dire que, si on raisonne sur le plan financier maintenant, pas sur le plan technique de où est-ce qu'on achète, où est-ce qu'on vend, etc., il y a une espérance de gain quasi automatique. Il n'y a pas de risque. Enfin, voilà, moi, j'ai toujours cette question, de se dire s'il y a du rendement, c'est qu'il y a du risque. Donc là, si vous me dites ça s'apprécie quasiment automatiquement, je me dis que finalement, l'espérance de gain est peut-être pas folle, et donc il n'y a pas de risque. Ou alors, si l'espérance de gain est quand même folle, c'est qu'il y a un risque. Voilà. Et d'autant que, à ce côté un peu, alors vous n'avez pas voulu que j'utilise le mot opaque, je le retire, mais à ce marché un peu technique, régulé quand même, parce que émis à des cadences définies, il y a aussi un petit aspect un peu politique, j'ai envie de dire, parce que ces choix de réduire nos émissions carbone, etc., c'est un choix politique. Bien sûr. Donc comment est-ce qu'on fait pour risque, espérance politique ? De là viennent les risques. J'ai pas dit qu'il s'appréciait de manière automatique. J'ai dit qu'il était conçu pour s'apprécier progressivement. C'est-à-dire que la Commission européenne, l'Union européenne, lorsque, suite à la signature du protocole de Kyoto, fin des années 90, a décidé de faire baisser ses émissions, a choisi comme mécanisme la tarification des émissions. C'est-à-dire, elle a dit,
les émissions, aujourd'hui, c'est gratuit. On peut émettre du CO2 et d'autres gaz à effet de serre comme on veut. On va mettre un prix sur ces émissions. Et petit à petit, on va faire en sorte que ce prix augmente. Et plus le prix est important, plus les industries émettrices sont incitées à décarboner. Et donc, toute la mécanique, tout le moteur de la décarbonation de l'Union européenne, c'est ce mécanisme de tarification. Alors, le rendement, si on regarde historiquement ce qui s'est passé, au cours des 10 dernières années, le cours des quotas a augmenté de 25% par an en moyenne sur 10 ans. Si on regarde maintenant les projections pour atteindre les objectifs politiques qui sont ceux de l'Union européenne et qui ont été renforcés sans cesse depuis 20 ans, malgré le Covid, malgré une crise énergétique, malgré une crise de l'inflation. Donc on n'a jamais renoncé, on n'a jamais fait marche arrière. Exactement. On a non seulement jamais fait marche arrière, on a renforcé. Pour atteindre les objectifs à 2030, il faudrait que le prix soit autour de 120-150 euros la tonne. Il est à 70 aujourd'hui. Ça fait une espérance de rendement de l'ordre de 12 à 15% par an d'ici à 2030. Maintenant, il y a une volatilité court terme qui est très importante. Aujourd'hui, il est à 70. Il n'y a pas si longtemps, il était à 80. Il n'y a pas si longtemps, il était à 50. Donc le risque principal, c'est celui de la volatilité. Parce que vous dites le risque politique, il n'existe quasiment pas, si ce n'est d'être durci. Alors, à court terme, il y a un fort risque de volatilité. À long terme, il y a 3 risques. Il y a un risque politique, malgré tout. Ça reste un marché politique. Demain, si la Commission européenne, le Parlement européen et l'ensemble des États membres de l'Union européenne décident pour une raison d'envoyer balader le truc, ça... Exactement. Donc théoriquement, je ne peux pas vous dire que ce risque-là n'existe pas. On est dans de la politique fiction, mais c'est un risque qui existe. C'est un peu un signe noir. L'autre signe noir, c'est plus de la science-fiction cette fois-ci. Si demain on arrive à décarboner massivement les économies à très bas coût, pourquoi je vais aller acheter des quotas à 100, 150, 200 euros la tonne si j'ai une technologie magique qui me permet de décarboner à 30 euros la tonne. Et cet arbitrage-là, c'est vraiment ça le moteur de la décarbonation. Et le troisième risque, c'est cette fois-ci l'économie fiction. Imaginons qu'il y ait baisse de l'activité industrielle et économique massive, un retour des menaces des droits de douane américains, une récession économique, ainsi de suite. La production industrielle risque de baisser et donc la demande en quota va baisser. Bon. Donc il y a des risques et c'est aussi pour ça que l'espérance de gain à venir et l'historique de gain sur les 10 dernières années est très élevé. On parle quand même d'un produit qui a eu des rendements à 2 chiffres au cours des 10 dernières années, qui a surperformé les grandes classes d'actifs. Il faut bien que cette rémunération potentielle fasse à quelques risques. Bien évidemment. Peut-être quand même une petite question, Valentin Lautier, parce que je pose d'ailleurs souvent à d'autres acteurs financiers comme les fabricants de SCPI. Finalement, un épargnant qui achète une part de SCPI, il sait que sur le papier, il est propriétaire de tel et tel bureau, de tel et tel commerce, etc. Mais ça reste de la pierre papier. Et je demande aux fournisseurs de SCPI, mais est-ce que le client, il sait que tel immeuble, oui, c'est détaillé, etc. Là, j'ai envie de vous poser la même question du coup. Si jamais je viens chez Omayo et que je prends des quotas carbone, est-ce que je vais savoir combien de tonnes j'ai contribué à effacer, compenser, geler, je ne sais pas comment on dit? Alors, vous allez savoir exactement combien de quotas sont détenus grâce à votre investissement par Omayo. Et un quota, c'est équivalent à 1 tonne de CO2. D'accord. Vous avez retiré du marché. Aujourd'hui, il y a à peu près 1,5 milliard de quotas en circulation. Donc si j'ai un quota, j'ai, entre guillemets, gelé, compensé, annulé... Alors, pour l'instant, vous avez confisqué 1 tonne du marché. D'accord. Ensuite, la quantification de votre impact dépend de la durée de détention de ce quota et de plein d'autres facteurs, parce qu'un jour ou l'autre, vous allez remettre ce quota sur le marché. Alors, vous aurez eu un effet d'absorption pendant un temps, qui va mettre une pression à la hausse sur le prix, qui va déclencher des investissements additionnels dans la décarbonation, qui eux sont unilatéraux. Oui, bien sûr. Une entreprise ne va pas revenir en arrière, mais un jour ou l'autre, dans 5 ans, dans 10 ans, après-demain, la liquidité est à votre main, encore une fois, vous allez remettre ces quotas sur le marché. Donc cette quantification-là, elle fait l'objet d'un programme de recherche financé par Omayo avec l'Institut Louis Bachelier et la chaire économie du climat.
n'a pas encore le résultat, donc je ne peux pas vous donner un chiffre en fonction du montant investi. Mais l'idée est de le savoir quand même. Bien sûr, l'idée c'est d'avoir assez rapidement des premiers résultats. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui sur la plateforme, vous allez voir en temps réel, de manière instantanée, votre performance financière et votre performance environnementale avec le nombre de quotas et donc de tonnes de CO2 que vous avez retiré, que vous avez confisqué du marché. Allez, 2 petites questions pratiques. D'abord, où est-ce qu'on vous trouve? Comment est-ce qu'on vous trouve? Est-ce qu'on peut se connecter sur Omayo? Est-ce qu'il faut en parler à son CGP? Comment ça fonctionne? Alors, on travaille de plus en plus avec des CGP, des multifamily office, des banques privées qui souhaitent proposer ce type de produit. D'accord. Parce que là, on a beaucoup parlé des quotas d'émissions européens, mais en fait, il y a une gamme de produits qu'on peut proposer adossés à différents marchés de quotas d'émissions à travers le monde. Donc, vous pouvez en effet en parler avec votre CGP, multifamily office, banque privée. Vous pouvez aussi absolument venir en direct, vous créer un compte sur omayo.com. Ça met quelques minutes. Il y a une vérification d'identité assez classique, quelques questions qui sont posées. Et ensuite, alimenter votre compte et commencer à investir dans ce marché qui est hyper liquide. Bon, une fois qu'on s'est dit tout ça, il vous reste quelques secondes que je vous offre pour un peu le petit argument massu pour un CGP pour qu'il en parle à son client ou pour un auditeur là qui se serait dit « Ah tiens, qui a levé une demi-oreille sur les propos, sur les 10 minutes qu'on vient de passer ensemble pour lui dire « Allez, il faut y aller ». Encore une fois, je pense que je vais juste résumer et conclure. C'est un marché qui fait 1000 milliards d'euros de volume annuel, qui existe depuis 20 ans, qui est émis par la Commission européenne, qui est donc liquide, faible corrélation, gros potentiel de rendement, impact réel et démontré sur les trajectoires de décarbonation. Pour moi, c'est un no-brainer qu'il faut placer une partie de son patrimoine, entre 1 et 5%, sur ce type de produit pour aller chercher de la surperf, de la décorrélation et de l'impact dans lequel on a confiance. Ça s'appelle Omayo, H-O-M-A-I-O. On aura, comme d'habitude, le lien sur la description du podcast. Merci beaucoup, Valentin. Merci, Cédric. Valentin Lottier, donc le fondateur d'Omayo dans Cœur de Patrimoine. Et nous, on quitte les quotas carbone et on poursuit notre voyage au cœur de vos placements. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur. Et on poursuit donc ce cœur de patrimoine et on va s'intéresser un petit peu à de la stratégie en regardant bien évidemment notre conjoncture et puis on ne peut pas passer à côté ce qui se passe aussi géopolitiquement. Et c'est Florent Wabon qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup, économiste chez Ecofi. On s'est déjà vu il y a quelques mois, vous étiez venu dans Cœur de Patrimoine et on avait parler de Donald Trump, déjà. Oui. Et vous aviez dit qu'il allait faire preuve de pragmatisme, notamment sur une question très précise, celle des droits de douane. Est-ce que finalement, il nous a tous bernés ? Faire un petit peu son mea culpa. Ça s'est joué en 2 temps, en réalité. Il y a eu une première séquence où, en effet, il y a eu une stupéfaction qui a gagné absolument tout le monde lors du Liberation Day, des droits de douane promulgués absolument prohibitifs. Mais cela ne vous aura pas échappé non plus que ça n'a pas duré très longtemps. On a eu peu de temps après un moratoire, des négociations qui se sont déroulées avec, par exemple, le Royaume-Uni, avec la Chine, et qui ont amené à ce que les droits de douane aient considérablement baissé. Alors, on n'est pas encore tout à fait sorti du moratoire de 90 jours. Il y a encore des négociations en cours avec le Japon, la zone euro. Mais globalement, on a malgré tout assisté à un revirement. Et donc, là, je me risque à le dire, à une forme de pragmatisme, finalement. Bon. Mais cette histoire de droit de douane, certes, il y a du MAGA, il y a du protectionnisme, il y a une espèce d'ambition, de conviction, etc. Mais il y a aussi, on va le dire, une question comptable, quoi. C'est de se dire, je voudrais des recettes fiscales en plus. Est-ce qu'il n'y a pas une autre stratégie que celle juste d'accroître ces recettes fiscales En effet, quel côté il faut regarder le plus, en fait ? Ouais. Juste l'histoire comptable ou l'histoire MAGA ? C'est ce que c'est à ça un peu quand même la question. Oui, bien sûr. Il y a une histoire un petit peu idéologique aussi derrière. Il y a une stratégie, mais c'est une stratégie qui est liée à une idéologie. Et pour ça, il faut revenir à novembre 2024 avec un document qui avait été publié à l'époque par quelqu'un qui s'appelle Stephen Myron et qui occupait à cet instant-là un poste à peu près équivalent au mien. Il était stratégiste dans une société de gestion aux États-Unis. Depuis, il est conseiller en chef des économistes de la Maison-Blanche. Et lui, il avait pour ambition de dire que le dollar était surévalué,
qu'il fallait mettre en place des droits de douane, et si possible prohibitifs, pour amener les partenaires commerciaux, c'est comme ça qu'ils les appellent, à la table des négociations, et pour aboutir, in fine, c'était la stratégie finale, si je puis dire, à l'abaissement de la monnaie américaine, à l'abaissement du dollar. Donc l'idée derrière tout ça, c'est d'évaluer le dollar. Et d'évaluer le dollar, pourquoi ? Pour augmenter la compétitivité des États-Unis. Réindustrialiser les États-Unis, l'Amérique, et exporter les produits américains au reste du monde. C'est ça l'idée derrière les droits de douane. Or, il s'avère que les partenaires commerciaux, appelons-les encore une fois comme cela, ont été un petit peu plus retors que prévu. C'était le cas de la Chine notamment, c'est le cas du Japon, je l'ai cité, et même d'une certaine manière de la zone euro. Et on s'y attendait pas, enfin, en tout cas Donald Trump ne s'y attendait pas forcément à cette opposition, entre guillemets. Et donc de ce point de vue-là, on peut dire que c'est un simili-échec. Et puis d'autre part, les marchés financiers ont bien fait comprendre à Donald Trump que sa stratégie n'était pas appréciée. Puisque dans le même temps où le dollar a baissé, a diminué, on a vu les taux d'intérêt augmenter. Et ça, c'est totalement typique d'une crise dans les pays émergents. Sauf que là, c'est les États-Unis. Oui, ça fait un drôle de pays émergent. Voilà. Et puis, il y a un autre aspect de ces fameux droits de douane et de tout ce qui a tourné autour, c'est la question de l'inflation. Parce qu'on rappelle, Donald Trump a fait toute sa campagne en pointant du doigt les démocrates, en disant l'inflation c'est eux, etc. L'augmentation des droits de douane, c'était forcément générateur d'inflation. On l'a vu d'ailleurs un petit peu, puisque il n'y a pas eu de baisse de cette inflation, etc. Et puis là, en plus, on pourrait rajouter une autre couche de Donald Trump, c'est que avec toutes les questions géopolitiques sur le Moyen-Orient, le pétrole, etc., va y en avoir encore un petit peu de la question d'inflation autour de tout ça. Comment est-ce qu'on le regarde en tant qu'économiste et puis comment on le regarde en tant que stratège aussi, parce que sur l'économie américaine, sur le consommateur américain, je ne vais pas parler de l'électeur américain, mais ça peut avoir un impact. Bien sûr. Alors déjà, comment est-ce qu'on regarde cela ? On est un petit peu embêté parce que les droits de douane, on ne les voit pas encore véritablement dans les chiffres d'inflation. D'accord. Même s'ils n'ont pas bougé. Les chiffres d'inflation, enfin l'inflation a même globalement baissé depuis le moment où Donald Trump a été élu, et d'ailleurs il est plutôt satisfait de cela. Et pour véritablement voir les effets des droits de douane, de l'augmentation des droits de douane dans l'inflation, il faut un peu plisser les yeux, il faut avoir l'œil aguerri, et on peut le voir quand même dans certaines sous-catégories. D'accord. Ce dont on se rend compte, c'est que les entreprises ont mis en place une stratégie assez ingénieuse, c'est-à-dire qu'ils ont importé massivement des produits de l'étranger en amont de l'instauration des droits de douane. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des stocks assez conséquents. C'est temporaire. Ouais, c'est ça. C'est temporaire. Donc c'est ça l'idée. C'est qu'effectivement, nous, on considère toujours que l'inflation par les droits de douane est plutôt à venir. Elle est devant nous. Pour l'instant, on ne la voit pas. Et donc pour le consommateur américain, vous avez raison de le dire, c'est une perte en pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, le consommateur américain est très... il l'a identifié. C'est-à-dire que le moral a baissé et les anticipations d'inflation ont augmenté. Alors, on a des anticipations d'inflation qui désormais crèvent le plafond, c'est-à-dire que les ménages américains considèrent que l'inflation, du fait des droits de douane, va être même supérieure à ce qu'on a connu pendant le Covid. Est-ce que c'est comme ça que ça va se produire ? Oui, certainement pas. Ça, on verra, oui. En revanche, le message qui est envoyé est clair, c'est qu'ils craignent une perte de pouvoir d'achat, y compris les républicains. Et ça, c'est intéressant de le noter. Donc il n'y a pas d'aveuglement d'un côté de l'échiquier, mais ça veut dire que s'il y a une perte de pouvoir d'achat, vu la structure de l'économie américaine, ça veut dire un ralentissement. Et oui, parce que la consommation, c'est 70% du PIB américain. Donc s'il y a un ralentissement de la consommation, il y a un ralentissement de l'économie américaine. Et puis j'irai même encore plus loin, c'est que toute l'incertitude qui est liée à la politique économique de Donald Trump, qui est, on pourrait la qualifier d'erratique, imprévisible, ça engendre aussi des perturbations dans les prises de décision des entreprises. Si vous êtes une entreprise manufacturière, justement, puisque c'est de cela dont il s'agit, pour Donald Trump, en tout cas, moi, je me mets à leur place. Dans un environnement aussi incertain, je ne prends pas de décision d'investissement, ni de décision d'embauche. Donc, ça veut dire qu'il pourrait y avoir un double effet de ralentissement par la consommation, par l'investissement et par l'emploi. En tout cas, nous, c'est notre scénario. C'est qu'on anticipe, encore une fois, que le ralentissement de l'économie est plutôt à venir, tout comme l'inflation. Il y en a un qui doit s'arracher les cheveux, c'est le patron de la Fed, non ? Parce que lui, il doit gérer la situation. Et oui, et ça fait à peu près 3 mois, je dirais même plus, qu'il dit à peu près la même chose. Je ne sais pas. Il ne sait pas quoi faire. Et a raison, puisqu'effectivement, on ne voit pas encore l'inflation par les droits de douane, même si on sait qu'elle arrive. A priori, encore une fois, tout cela est encore très incertain. De la même manière, la baisse de l'activité, on ne la voit pas encore véritablement dans les chiffres.
Et derrière tout ça, en filigrane, il y a l'emploi. Et l'emploi aujourd'hui est assez fragile. Déjà, avant même qu'il y ait eu toutes ces histoires autour des droits de douane, on percevait déjà des petites craquelures sur le marché de l'emploi. D'accord. Aujourd'hui, avec le fait qu'il y a de l'incertitude, de l'imprévisibilité et de manière générale, vous l'avez dit, de la tétanie, eh bien, ça veut dire que le marché de l'emploi est à risque. Et donc, que fait la Banque centrale américaine quand l'inflation augmente et que l'activité baisse ? C'est le dilemme auquel est confronté Jérôme Powell aujourd'hui. Nous, on pense que d'ici quelques mois, ça va aller assez vite en réalité, on va voir les premiers dégâts sur l'économie américaine et surtout sur l'emploi, et que ça va pousser Jérôme Powell à baisser ses taux. Oui. Pas énormément, surtout mais simplement pour stabiliser l'activité. En indépendance politique. Et oui. Sans fâcher Donald Trump. Bon, voilà donc pour ce côté américain. On poursuit dans le regard de ce que vous nous aviez dit lors de votre dernière visite. Vous aviez fait part de votre optimisme à l'égard de la zone euro. Et vous étiez un peu le seul d'ailleurs sur ce créneau. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Eh bien, on n'a pas été déçus, puisqu'on a eu le plan allemand. Notamment. On a eu tout un tas d'initiatives aussi du côté de la Commission européenne pour regagner en compétitivité, regagner en autonomie stratégique. On parlait à un moment donné de la boussole de la compétitivité. Bon, dans un premier temps, ça a un petit peu fait rigoler tout le monde, sans être très méchant. Mais... Et puis ensuite, on a eu le plan allemand. Et le plan allemand, là, en revanche, c'est un véritable bouleversement, puisque c'est énormément d'argent qui est mis sur la table sur 10 à 12 ans pour réarmer l'Allemagne, mais de manière générale réarmer l'Europe d'une certaine façon, et puis dépenser dans les infrastructures, l'infrastructure verte notamment. Et on sait que tout cet argent déployé sur une durée qui est déjà déterminée, ça donne de la visibilité en termes de politique économique, et puis surtout c'est un boost de productivité, un boost de croissance. Et donc, d'une certaine manière, il y a encore plus de raisons aujourd'hui d'être optimiste sur la zone euro. Faut pas tomber dans l'optimisme béat. Ouais. Mais malgré tout, il y a quand même tout un tas d'éléments. On va enfin peut-être pouvoir réussir à transformer l'essai et se dire que 2025 aura été l'année de l'Europe. Alors, peut-être pas 2025, parce qu'il y a quand même les droits de douane qui vont peser sur la croissance, mais au-delà, à partir de 2026, on considère que le plan allemand notamment va faire en sorte que ça compense en grande partie les effets négatifs des droits de douane. Bon. D'autant que, là pour le coup, on parlait de la Fed il y a un instant, la BCE, son récit, entre guillemets, est moins tordu ou tortueux que celui de Jérôme Powell. Exactement. Là, c'est assez clair. Mieux avoir le job de Christine Lagarde que celui de Jérôme Powell. Exactement. C'est-à-dire que là, ils ont suivi la baisse de l'inflation assez naturellement. En tout cas, ils ont pris le parti de le faire. C'était pas gagné il y a encore quelques mois. Donc, ils ont baissé à plusieurs reprises les taux déjà cette année. Donc là, on est à 2% sur le taux de facilité de dépôt. Il y a un débat de savoir s'il faut en faire une de plus ou non. Nous, on est plutôt dans le camp de dire que c'est la fin. Même si on imagine qu'il y en a une de plus, ça va pas changer la donne massivement. On arrive au bout du cycle. Mais ça veut dire aussi que les baisses de taux qui ont été passées n'ont pas encore transfusé totalement dans l'économie. Donc ça va venir. Il y a toujours un délai. Il y a un délai quasiment, exactement. Je veux dire obligatoire, mais c'est ça. Mais on est quand même dans des conditions monétaires qui sont beaucoup plus accommodantes et qui plus est, imaginons qu'il y ait encore des développements géopolitiques qui fassent que l'activité baisse davantage en Europe, par exemple. La Banque centrale européenne se montrera prête, à mon sens, à agir. Donc ça, c'est plutôt positif, là aussi, en termes de visibilité. Bon, on s'est dit beaucoup de choses. Alors, il y a d'autres zones dans le monde, mais il faut aussi faire des choix. Et on va, en se basant là-dessus, vous demander aussi quelques choix à faire en termes d'allocation d'actifs, finalement. Une fois qu'on s'est dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on arbitre ? Alors, sur cette deuxième partie d'année, nous, on est un petit peu plus prudents sur les actifs risqués, sachant que sur la première partie d'année, mais on l'avait déjà évoqué dans l'émission la dernière fois, on était positif sur les actifs risqués, et même plus précisément encore sur les actions de la zone euro. Depuis, on l'a vu, surperformance des actions de la zone euro vis-à-vis des États-Unis, et en termes absolus, on a déjà des performances qui sont très correctes d'un point de vue historique. Et pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a un peu moins de potentiel ? C'est parce que justement, on n'a pas encore vu tout le ralentissement économique américain, on n'a pas encore vu l'effet, à proprement parler, des droits de douane sur l'économie européenne, et surtout pas encore vu l'effet sur les perspectives bénéficiaires des entreprises. Et donc de ce point de vue-là, il y a des raisons d'être un peu plus prudent sur la deuxième partie de l'année, sachant qu'on a déjà fait une bonne année, si je puis dire, même si elle n'est pas terminée sur les actions. Mais du coup, il y a une histoire de bascule, c'est-à-dire qu'on se dit...
on prend les bénéfices sur les quelques lignes qu'on avait bien exposées sur des valeurs européennes et on va voir ailleurs, ou Non. on est juste prudent? On n'est pas sur une histoire de désensibilisation, on est juste un petit peu moins pro-risque, si je puis dire. Mais il y a quand même une histoire qui se joue derrière, c'est que de plus en plus d'investisseurs, d'ailleurs, le considèrent, il faut partir des États-Unis. Ou en tout cas diversifier davantage vers les autres zones géographiques du monde. Et c'est notre point de vue, c'était notre point de vue il y a plusieurs mois, et c'est encore notre point de vue aujourd'hui, c'est qu'il faut opérer une bascule, pour reprendre vos termes, plutôt des États-Unis vers le reste du monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut se couper totalement des États-Unis, il faut encore une fois pas faire preuve de simplisme ici. Les États-Unis, ça reste une grande zone économique, et d'un point de vue de marché-action, c'est le marché mondial. Mais ça veut dire que dans une allocation, il faut être beaucoup plus diversifié. C'était le moment de le faire en début d'année, trop tard, entre guillemets, mais il y a quand même une histoire qui se joue là-dessus, c'est une atténuation de l'exceptionnalisme américain du fait de la politique de Donald Trump, et donc il y a une opportunité de diversifier davantage. Merci beaucoup Florent. Merci à vous. Florent Wabon, Ecofi dans Cœur de Patrimoine. Merci beaucoup d'être passé, à très vite. Et nous, on poursuit bien évidemment Cœur de Patrimoine pour aujourd'hui, et on va parler de famille recomposée. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur. Et on rentre maintenant dans un petit peu de technique patrimoniale. On accueille Charlène Nespoulos. Bonjour Charlène. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous, gérante de Nespoulos Gestion Privée. Et on va rentrer dans nos familles, dans les familles recomposées. C'est vrai que ça existe de plus en plus souvent. Et ça pose des questions, notamment en termes de régime matrimonial, c'est ça ? Exactement. C'était un sujet qui me semblait important. Aujourd'hui, si on remet un petit peu de chiffres dans le contexte, un couple sur deux, un mariage sur deux se termine par un divorce. Donc, on a une montée en puissance des familles recomposées, issues de ces conséquences-là. Et forcément, ça pose des questions, notamment quand rien n'est prévu en cas de décès qui peut... C'est parce que quand tout va bien, c'est... Toujours. Mais c'est pas toujours le cas. Voilà. Et en cas de décès, on peut se retrouver face à des difficultés, que ça soit tant sur le volet civil que le volet fiscal. Alors, tout, je le disais, ou presque, tient au régime matrimonial. Et ça veut dire qu'il y a quelques mots comme ça qu'on va mettre sur la table. Concubinage, pax, mariage. On a envie de dire même combat, ou justement c'est là que le diable se cache dans les détails? C'est là que le bas blesse. Ouais. À chaque régime matrimonial, ses spécificités. Encore une fois, tant sur le volet civil que fiscal. Et il est vraiment important de faire cette différence parce que les conséquences peuvent être dramatiques d'un point de vue civil parfois, mais aussi... Parfois, ça sera également sur le volet fiscal, et souvent, c'est le volet fiscal quand même où le bas blesse. Alors, on commence par lequel, enfin, entre guillemets? Alors, on va dire le mariage, parce que si on reprend un petit peu les chiffres, 3 couples sur 4 sont mariés, donc on a quand même encore le mariage qui est... Une prédominance du mariage. Exactement. Au niveau du mariage, donc, d'un point de vue fiscal, on va éluder tout de suite la question. Depuis la loi TEPA 2007, le conjoint survivant est exonéré de droits de succession. Donc, d'un point de vue fiscal, pas de souci. D'un point de vue civil, les choses se compliquent, notamment quand on est en présence d'enfants non communs. Quand on est dans le cadre du mariage, on a une différence qui s'opère entre quand on est en présence d'enfants communs et d'enfants non communs. Puisqu'on parle de famille recomposée, on va forcément parler d'enfants non communs. Dans ce cas-là... Sachant que dans une famille recomposée, on peut avoir des enfants non en commun et des enfants en commun, histoire de bien compliquer le scénario. Exactement. Donc allons-y. Dans ce cas-là, présence d'enfants non communs, le conjoint survivant hérite d'un quart du patrimoine en pleine propriété, sauf dispositions différentes, à savoir une donation au dernier vivant qui permettrait d'accroître les droits du conjoint. Prenons donc ce cas-là où, bien évidemment, on n'est pas forcément très bien conseillé et on se retrouve donc en présence d'enfants non communs, un quart du patrimoine en pleine propriété. Bon. Là, attention, c'est le point civil qui va poser des problèmes, notamment, puisque en cas de décès, le conjoint survivant va donc hériter d'un quart du patrimoine en pleine propriété, ce qui sous-entend des questions d'indivision. Eh oui, il faudra partager. Et c'est là que tout pose problème, notamment quand on se retrouve avec, on va prendre le cas de biens immobiliers, des héritiers qui veulent vendre, et là, il faut l'accord de tous les indivisaires pour vendre. Il suffit qu'il y en ait un qui ne soit pas d'accord,
et tout est figé. Ouais. Et on se retrouve dans un corner. Voilà. Donc, dans le cas du mariage, oui, le mariage est le régime matrimonial le plus protecteur qu'on puisse avoir. D'un point de vue fiscal, pas de souci, mais par contre, d'un point de vue civil, on peut se retrouver dans des situations extrêmement délicates. Et ce que tu disais est extrêmement vrai, d'autant plus quand on se retrouve avec des enfants qui peuvent être communs et non communs. Le mix des deux, en général, ça marche plutôt mal. Et donc, du coup, il faut être conseillé et il faut s'occuper, quand tout va bien, de son mariage. Pax et concubinage. C'est donc différent, j'imagine, puisqu'on a procédé par ordre. Exactement. Pax, concubinage, deux régimes encore différents, d'un point de vue civil, mais aussi d'un point de vue fiscal. Là où les deux régimes se ressemblent, c'est d'un point de vue civil, dans le sens où le survivant, le partenaire de Pax ou le concubin, donc, n'a pas la qualité d'héritier. Donc, il n'a pas vocation à hériter du patrimoine du défunt, sauf disposition testamentaire contraire. Donc ça, d'un point de vue civil, c'est la même chose. D'accord. Par contre, d'un point de vue fiscal, c'est pas tout à fait la même chose, puisque le partenaire de Pax, lui, est exonéré de droits de succession, comme le... Donc en cela, le Pax rejoint, entre guillemets, le mariage. Exactement. D'un point de vue fiscal, Pax, mariage, même combat. Par contre, le concubin est considéré comme un étranger, et donc là, c'est 60% de droits après un abattement de 1 594 €. Ouais, 1 594. Ouais, 60%. Autant dire, sur un appartement, une paille. Ça peut coûter extrêmement cher. Bon, alors, on a bien compris tout ça, mais c'est vrai que quand on parle de situation patrimoniale, les textes, les articles, tout ça, c'est bien, mais rien de mieux qu'un bon exemple, entre guillemets. Est-ce que vous avez une situation, Charlène, concrète à nous présenter pour illustrer finalement notre propos et bien faire comprendre, j'ai envie de dire, l'urgence de la situation et l'urgence qu'il y a à s'occuper quand tout va bien, quand on est heureux, quand il n'y a pas de problème, de ce qui peut advenir, en fait. Exactement. Et en rappelant en préambule que le fait d'y penser ça fait pas mourir. N'est pas réalisateur. Ouais, voilà, c'est ça. On est d'accord. C'est comme rédiger son testament, ça fait pas mourir. Hein. Exactement. Et ça, malheureusement, c'est une fois qu'on y est confronté où on est encore plus sensibilisé à ça. Et j'ai malheureusement, même si j'ai que 10 ans d'expérience dans ce métier, j'ai vécu ça avec une cliente. Donc, pour vous donner un petit peu le contexte, ma cliente, Marie-Christine, vit depuis plus de 30 ans avec son concubin, pour le coup. Pas de Pax, pas de mariage. Ils étaient concubins avec tous les deux des enfants de leur côté, 2 enfants de chaque côté. Et tout allait bien. Et tout allait bien, voilà. Pas besoin de Pax, pas besoin... On vit la douce vie, tout va bien. Et puis arrive donc une transmission. Monsieur dispose d'un bien familial, une belle Toulousaine dans la région de Toulouse, et donc des rénovations, des travaux, et il réalise les travaux ensemble. Volonté de couple, tout va bien. À ce moment-là, quand même, monsieur se dit, je vais aller chez mon notaire, je veux bien faire les choses, ce bien immobilier va prendre de la valeur, il faut quand même que je protège Marie-Christine, donc je vais consulter mon notaire. Son notaire lui préconise un testament dans lequel il lègue l'usufruit à sa compagne. Donc, quand je rencontre ma cliente, monsieur n'était pas du tout client. Quand je la rencontre, je lui pose la question, je lui dis, ce bien immobilier vous appartient? Elle me dit, non, je ne suis pas propriétaire. C'est un bien familial, mais par contre, j'ai contribué à l'aménagement, j'ai payé la cuisine, les dressings, bref, toute la déco, une vie de couple normale. Mais Philippe m'a prévenu, je suis mise à l'abri, il a fait tout ce qu'il fallait auprès de son notaire. Je lui dis, ok, mais quand même, je me dois te mettre en garde, la fiscalité, vous êtes concubins, vous êtes considérés comme des étrangers, s'il arrive quelque chose, c'est 60% de droits. Ma cliente n'entend que vaguement ce que je lui dis, considérant qu'aujourd'hui, il n'était absolument pas question ni de se marier, ni de se paxer, donc la situation lui convenait. Bon. Sauf que, matin d'hiver, monsieur part faire la sieste et ne se réveille pas. Aïe. Et là, c'est le drame. Ouais. C'est le drame. Découverte du testament, ouverture du testament. Les enfants
du défunt, eux, n'avaient qu'une idée en tête, c'était vendre ce bien immobilier. Et ma cliente découvre au testament qu'en effet, elle bénéficie de l'usufruit. Voilà. Mais l'usufruit, il faut le payer. Et c'est 60% de droits dessus pour un usage qui ne reste que temporaire. Et oui. Et sur un bien immobilier de grande valeur... 60%, ça fait beaucoup. Ça ne marche pas. Ouais. Voilà. Et ma cliente se retrouve à 60 ans à devoir mettre 30 ans de vie commune derrière elle et faire ses valises. En plus de tout le trouble de la perte d'un être cher, tout ça. Voilà. Bon, donc là, on illustre quand même clairement que tout peut basculer à tout moment et qu'il faut donc vraiment entendre les conseils. Qu'est-ce qu'on peut en conclure ? La conclusion, c'est que, comme on le disait, prévenir, ça fait pas mourir. Il est vraiment très important, nous, en tant que conseil, de sensibiliser nos clients, d'insister là-dessus, de mettre des chiffres, de leur présenter l'addition, clairement, en cas de décès. Et de jouer l'agent des impôts en disant voilà combien je vais vous demander demain. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui se passerait pour vos enfants ? Les confronter à cette situation-là, parce que c'est un petit peu la solution de facilité d'occulter un petit peu cette situation. Parfois, mais c'est aussi par la méconnaissance parce que les autres conseils n'ont pas mis en garde. Donc je pense que c'est notre rôle à nous de vraiment sensibiliser nos clients là-dessus pour éviter des situations catastrophiques. Et donc là, par exemple, pour être très clair, il avait été chez son notaire, mais c'était tout. Oui. Alors qu'un Pacs, par exemple, Exactement. J'ai envie de dire en loose day à deux en mairie sans faire de vagues, Exactement. aurait résolu toute la problématique qui s'est posée. Bien sûr, parce que là, on avait réglé le volet civil, puisque, en effet, un testament léguait à ma cliente l'usufruit de cette résidence principale, mais il n'avait pas été réglé le volet fiscal, et aujourd'hui, c'était la vraie question, le vrai problème. Voilà comment un exemple vous éclaire. Merci beaucoup, Charlène, d'être passée et nous raconter cette histoire qui n'est pas forcément drôle. Mais la gestion de patrimoine, c'est pas forcément tous les jours rigolo, mais ça permet de mieux comprendre et de mieux anticiper peut-être la gestion de vos placements et de votre patrimoine. Merci beaucoup, Charlène. Merci. Charlène Nespoulouz, donc pour Nespoulouz Gestion Privée. À très bientôt. À bientôt. Et tout de suite, on continue à parler de votre patrimoine. Et vous allez voir que on va tordre le cou à quelques idées reçues. Allez, à tout de suite. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et pour terminer, Cœur de patrimoine cette semaine, on va tordre le cou à quelques idées reçues grâce à Yann de Florenne. Bonjour Yann. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous pour Modo Patrimoine. C'est vrai qu'il y a quelques mythes, quelques idées, quelques formules un peu à l'emporte-pièce qui tournent dans la tête des clients, des observateurs, etc. quand on parle de gestion de patrimoine. Et on va essayer, grâce à vous, de les combattre. On en a une petite dizaine comme ça que vous avez retenues et on va les prendre l'une après l'autre et on va essayer de voir ce qu'il faut en dire. Alors la première, et c'est vrai qu'elle est vraiment dans la tête de tout le monde, parce que moi chaque fois que je parle de conseiller en gestion de patrimoine à quelqu'un, la personne me répond « Ouais, non, mais attends, moi j'ai pas assez de pognon. » La gestion de patrimoine, elle est réservée qu'aux riches ? C'est totalement faux. Et Cédric, pour aller dans votre sens, c'est exactement la même chose que j'entends lorsque ça m'arrive à des soirées, des événements, de me présenter en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Effectivement, on me répond c'est pas pour moi, de toute façon, j'ai pas de patrimoine. Sous-entendu, il faut au moins 1 million d'euros pour avoir accès au placement et de commencer à s'intéresser à son argent. Alors que c'est faux. Il existe autant de conseillers en gestion de patrimoine qu'il existe de types de clientèle. Bon, certes, oui, il y en a qui... Bien sûr, il y a des structures type des family office, des banques privées qui acceptent des clients qu'à partir de quelques centaines de milliers, voire 1 million d'euros à placer. Pour autant, à l'extrême opposé, on a des cabinets qui n'ont pas de seuil d'entrée minimum et qui acceptent, entre guillemets, les petits patrimoines. Et puis surtout, aujourd'hui, on le voit notamment sur les réseaux, il y a une telle volonté des acteurs de la finance de démocratiser l'accès au placement qu'il existe de plus en plus de supports d'investissement, de placements très accessibles avec des rendements super attractifs. Je pense par exemple à des assurances-vie qui peuvent être disponibles à partir de 1 000, 2 000, 3 000 euros, même des SCPI qui proposent des versements mensuels à partir de 100, voire même 50 euros pour certaines. Donc c'est accessible à tout le monde. Surtout, plus on s'y prend tôt,
plus tôt on évite les erreurs, plus tôt on en profite. Et pour donner un petit exemple, je vais prendre un exemple concret, le plus jeune client de mon cabinet, qui est en l'occurrence mon cousin, on lui a ouvert sa première assurance vie à 5 000 € et il met tous les mois 500 € dessus. Bon, il a une belle capacité d'épargne, il vit encore chez ses parents, donc il en profite. Et on a fait un petit calcul, 5 000 € avec 500 € par mois, si on part sur un rendement à 6%, au bout de 40 ans, il pourrait avoir potentiellement 1 million d'euros sur son assurance vie en partant de 5 000 €. Donc tout ça pour dire que effectivement, ça peut être accessible à tout le monde. Et puis on va être très honnête, le CGP, il préfère développer le patrimoine de son client plutôt que de le voir stagner. Ça peut être une question de philosophie, voilà. Effectivement. Alors tiens, c'est marrant, vous parlez de l'assurance vie parce que l'assurance vie aussi, elle fait pas mal jaser. Et comme tout le monde parle d'assurance vie, enfin beaucoup de gens parlent d'assurance vie, on fait beaucoup de photocopies. Donc on se dit, un tel, il a un sale contrat assurance vie, donc l'assurance vie c'est nul. Effectivement, je pense que l'assurance vie, c'est un des produits sur lesquels on généralise le plus. L'assurance vie de mon oncle, elle n'a pas fonctionné, c'est nul l'assurance vie. Sauf que c'est indispensable de distinguer le contenant du contenu. L'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale, c'est un support. Et ce qui compte, ce qui va faire la performance... ce qu'on veut dedans. Exactement, c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur de cette assurance vie qui va faire la performance. Ça peut être du fonds euro, des fonds en unité de compte, de l'immobilier, des actions, des obligations, du private equity. C'est vraiment ça qui va faire la performance. Et, c'est ce qu'on appelle les fameuses unités de compte. Les UC, c'est ça, exactement. C'est ça qui va faire la performance. Et encore une fois, je prends un exemple, et là c'est vraiment mon oncle, qui a ouvert une assurance vie il y a un peu plus de 25 ans, qui est resté qu'avec des vieux fonds euros qui rapportaient entre 1 et 2% par an, et un tout petit peu d'unités de compte, mais qui était relativement lamentable au niveau des performances. J'ai ouvert mon assurance vie il y a un peu plus de 10 ans. En 10 ans, j'ai généré plus de performances que lui, son assurance vie en 25 ans. Donc pour illustrer le fait que l'assurance vie, c'est pas le problème, c'est ce qu'on va y mettre à l'intérieur. C'est ça le plus important. Ouais. Voilà une deuxième idée reçue. Troisième idée, je veux investir dans de l'immobilier et donc je suis condamné à créer ma SCI. Ça aussi, la SCI, c'est un fantasme français. Pour être à la mode dans l'immobilier, il faut sa SCI. Je pense que j'ai entendu de la part de beaucoup de néo-investisseurs. Et à chaque fois que je demande pourquoi vous voulez faire une SCI, ah oui, et ils me disent, je sais pas, on m'a dit que je pouvais payer moins d'impôts. Il y a mon voisin, il a créé une SCI pour investir dans son studio à Roubaix. Mais c'est jamais des réponses qui vont être cohérentes et surtout adaptées à des situations particulières. Alors oui, la SCI, Société Civile Immobilière, ça peut être un très bon outil pour gérer du patrimoine immobilier, pour maîtriser aussi sa fiscalité. On a le choix entre l'IR, entre l'IS, pour aussi gérer la transmission, en donnant par exemple des parts à ses enfants. Ça peut être un très bon outil, mais ce n'est absolument pas obligatoire pour un premier investissement. Et à l'inverse, ça peut même être contre-productif. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que une création de SCI, ça génère des frais au départ. Il y a des frais de création, il y a des frais d'entretien avec notamment la comptabilité, il y a des obligations administratives, déclaratives, on a des déclarations fiscales professionnelles, alors que de l'autre côté, ça génère aucun avantage comparé à si on détenait le bien en nom propre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le plus important, c'est d'adapter la structure à son projet et non pas l'inverse. Et non pas créer une SCI pour dire j'ai une SCI. Pour frimer, quoi. Pour frimer, pour dire le dimanche, moi j'ai ma SCI. Ouais, c'est ça. Bon, allez, on reste dans l'immobilier. Alors là, ça devient, entre guillemets, un petit peu plus précis. Je ne fais que de l'immobilier à cash flow positif, car si j'ai un effort d'épargne, je perds de l'argent. Le cash flow positif, c'est la fameuse phrase magique de tous les vendeurs de formation immobilière pour faire rêver un public assez peu averti. Pour rappel, cash flow positif mensuel, c'est lorsque les rentrées d'argent, en l'occurrence le loyer, dans un investissement locatif, permet de couvrir l'ensemble des charges, et notamment le crédit, et lorsqu'on a un bénéfice mensuel. Sauf que le cash flow positif est un indicateur totalement biaisé pour déterminer la rentabilité réelle d'un investissement. Parce qu'il y a plein de paramètres qui ne sont pas pris en compte. Et surtout, le cash flow mensuel peut être géré de manière individuelle. Plus on met d'apport, par exemple, dans le crédit, plus le cash flow va augmenter. Bien sûr. Et on peut même acheter cash l'appartement, et là, on aura un cash flow positif complet. Mais ça, c'est ruiner complètement le taux de rentabilité interne d'une opération immobilière. Donc c'est un petit peu un miroir aux alouettes, quoi. Voilà, c'est ça. Ça peut être sympa, mais tout dépend. En fait, c'est pas ça qui va vraiment déterminer le gain net final. Et ce qui est le seul et unique indicateur d'un bon investissement locatif, c'est le taux de rentabilité interne. C'est déterminer ce qu'on appelle le TRI. Donc le TRI, c'est quoi ? C'est analyser
le gain obtenu sur une période durée et voir, comparer comment est-ce qu'on a obtenu ce gain en fonction des rentrées d'argent, des sorties d'argent de l'autre. Et en l'occurrence, le TRI va prendre tous les éléments en compte. Est-ce qu'on a mis de l'apport au début? Est-ce qu'on a des travaux imprévus pendant la durée du projet? Ça va prendre en compte les éventuelles périodes de vacances locatives, les impayés. Et à la fin, on étudie le gain net observé. Et ça, c'est un constat que j'ai pu faire quasi totalement. J'ai même pas forcément le souvenir d'en avoir eu, mais tous les projets immobiliers que j'ai pu analyser, y compris ceux qui, d'un point de vue mensuel, avaient du cash flow, quand on regarde sur une durée donnée, de 10 ans par exemple, quand on regarde le gain net à la fin obtenu, la plus-value obtenue, et quand je fais la comparaison entre toutes les rentrées d'argent, les sorties d'argent, les apports, les travaux, très souvent, quand on lisse de manière mensuelle sur la durée de l'investissement, en réalité, il y a un effort d'épargne. Mais attention, c'est pour assurer aussi les néo-investisseurs qui se posent des questions. Ce n'est pas parce que votre investissement génère un effort d'épargne de 100, 200, 300 euros, c'est pas parce que vous devez rajouter dedans tous les mois que vous vous appauvrissez. À l'inverse, vous vous enrichissez, parce que tous les mois, le capital restant dû à la banque, il diminue, et donc votre patrimoine net, il augmente. Donc, je vous rassure, le cash flow négatif peut être aussi source d'enrichissement. Voilà une 4e idée battue en brèche. Autre idée, j'attends le bon moment pour investir. Ça va, j'ai le temps. Je vous rassure, on veut tous investir au bon moment. Ouais. Sauf que personne sur Terre ne connaît le bon moment pour investir. Le market timing, c'est compliqué. Et je connais personne qui arrive à battre le marché. Les marchés financiers, ils montent, ils baissent en fonction d'actualité. Et ça, c'est quotidien en fonction d'actualité qu'on ne connaissait pas la veille. Mars 2020, le Covid, personne ne l'avait anticipé. La dissolution de l'Assemblée nationale, Donald Trump avec ses discours sur les droits de douane, on se rend compte que il y a des opportunités dans ces moments-là. Le bon moment n'existe pas. Les taux d'intérêt, ils montent, ils baissent, ça fluctue. Et surtout, ça c'est un constat aussi que j'ai fait, la plupart des personnes qui disent attendre le bon moment, je trouve que c'est plus des clients ou des gens qui ont peur d'investir, qui cherchent plutôt des excuses, et ce sont ces mêmes personnes qui, dans 20 ans, attendront toujours le bon moment, et c'est comme ça qu'on passe à côté d'opportunités. On dit, quand on investit, effectivement, on n'est jamais sûr de gagner. À l'inverse, quand on n'investit pas, par contre, on est sûr de perdre. Et il y a quelques moyens un petit peu de contrer, par exemple, ces fluctuations, mettre en place ce qu'on appelle du DCA, Dollar Cost Averaging, où tous les mois, on met le même montant sur un même placement afin de lisser les points d'entrée. Un abonnement, quoi. Exactement, ça permet de lisser la volatilité, de diminuer, entre guillemets, le risque. Néanmoins, je dirais quand même qu'il existe peut-être 2 bons moments pour investir. Le premier, c'était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Et je suis sûr et certain que dans 20 ans, on dira toujours la même chose. D'accord. Donc, investissez. Le plus important, c'est de faire. Voilà. Et on rappelle, il y a des stats partout que vous pouvez trouver quand on rate les X meilleures séances de l'année, c'est-à-dire on ne sait pas quand elles sont, on a une performance quasi flat, voire négative sur les marchés. Donc il faut être investi tout le temps, et avec ces histoires d'abonnement, finalement, quand vous mettez 100 € par mois sur le marché, il y a des moments où vous achetez plus, des moments où vous achetez moins, mais sur longue période, bien évidemment, c'est rentable. L'immobilier, c'est une valeur refuge sans risque. Ça aussi, belle idée reçue. Là, on connaît la passion française pour la pierre parce que c'est tangible, on dit toujours ça. Donc effectivement, c'est vrai que pendant 20 ans, jusqu'à peu près 2022, on a constamment connu des hausses du patrimoine immobilier. Sauf que là, on a vu avec la remontée assez brutale des taux d'intérêt il y a 2022-2023, pour la première fois, on a connu des grosses baisses significatives dans l'ensemble de la France. Je regardais encore ce matin, par exemple, le site Meilleur Agent, Paris. Si on regarde sur les 5 dernières années, Paris, c'est moins 11%. Alors pendant des années, j'ai entendu Paris, ça baissera jamais. On a connu une baisse. Certes, ça remonte un petit peu, mais on a quand même connu cette baisse. Et outre l'évolution des prix de l'immobilier, faut pas oublier aussi toute la gestion de l'immobilier au quotidien. La gestion d'un locataire, les éventuels impayés de loyer, les vacances locatives, les travaux, votre locataire qui vous appelle le dimanche pour vous informer d'un dégât des eaux et qu'il faut aller changer l'appartement. La fiscalité, vous en parlez, Cédric. J'ose même pas en parler tellement ça évolue constamment et rarement favorablement. On l'a encore vu cette année avec le régime LMNP, où il y a quelques avantages qui ont été supprimés. Donc,
Mon but, c'est absolument pas de vous dégoûter de l'immobilier, hein, mais simplement de vous informer. Non, mais c'est pas sans risque. C'est pas sans risque, c'est pas un long fleuve tranquille, et surtout, j'estime que c'est une erreur de miser 100% sur la pierre au motif que c'est rassurant. Et je pense que rien de mieux que privilégier le fameux dicton, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. La diversification, c'est la meilleure des choses pour contrer un éventuel risque. Et tiens, preuve qu'on n'en veut pas à l'IMO. Autre maxime, être locataire, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Alors ça, effectivement, 100% des locataires, moi le premier, on s'est tous posé la question de l'intérêt ou pas d'acheter sa résidence principale. Je reviens avec ce que je disais précédemment. C'est un peu cette passion française pour l'immobilier. La génération de mes parents, les parents de mes clients trentenaires que je rencontre, on a été biberonnés à la première chose à faire, c'est s'acheter sa résidence principale, c'est se mettre un toit sur la tête, parce qu'être locataire, c'est jeter de l'argent par les fenêtres pour enrichir un propriétaire. Je me suis vite rendu compte que c'était un raisonnement très raccourci et simpliste, et que en réalité, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Il n'existe aucune vérité financière universelle et absolue. Et ça va dépendre de plein de paramètres. De là où on veut investir, du montant mensuel qu'on est prêt à y consacrer, de l'horizon de placement qu'on a dans cette fameuse résidence principale. Et c'est super important de chiffrer tout ça et de voir. Donc, c'est pour ça qu'il faut comparer le coût mensuel. Est-ce qu'il vaut mieux peut-être pas rester locataire, économiser un éventuel apport, placer cet apport sur des marchés, sur les supports financiers, tout en sachant aussi qu'en étant locataire, on a plus de flexibilité. Si on veut quitter un appartement, du jour au lendemain, en France, on peut le faire. En tant que propriétaire, c'est un peu plus compliqué. Il y a néanmoins quelques indicateurs. En général, on dit que plus la ville dans laquelle on habite a un rendement locatif important, plus c'est intéressant d'être propriétaire. Parce que les loyers, en général, sont supérieurs au crédit. Donc autant payer à rembourser un crédit. À l'inverse, plus la rentabilité, le rendement locatif de la ville est faible. Je prends Paris, par exemple. Paris, c'est réputé, on dit souvent que dans la mesure où il y a un rendement locatif relativement faible, c'est plus intéressant de rester locataire. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, à titre perso, ça fait un peu plus de 5 ans que je me suis créé un simulateur vraiment complet sur Excel où je prends toutes les données en compte. Je prends le coût du loyer versus le coût d'être propriétaire pour un même appartement situé dans la même ville pour la même surface. Et en fonction de ça, et ça prend plein de paramètres, les taux d'intérêt, la durée du crédit, la taxe foncière qu'on ne paye pas en tant que locataire, qu'on a en tant que propriétaire. Et je regarde si à côté de ça, je reste locataire, que je place mon éventuel apport sur une durée de 10, 15, 20 ans, ça me détermine au bout de combien de temps c'est plus rentable d'être propriétaire. Et du coup, j'ai ce simulateur que je me sers au quotidien pour mes clients aussi, qui est un bon indicateur. Et je me fais un petit peu aussi d'autopromotion. Si jamais il y en a qui souhaitent recevoir ce simulateur, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Ça serait avec plaisir que je vous le transmettrai. Vous n'aurez voilà. Pas tout perdu en écoutant Cœur de Patrimoine. C'est ça. Allez, dernière idée reçue. Et c'est vrai qu'on a quand même beaucoup parlé de gestion de patrimoine sans parler de fiscalité. Or, en France, dès qu'on parle de gestion de patrimoine, on parle de fiscalité. La défiscalisation avant tout. Le meilleur pour la fin, la fiscalité, le sujet le plus sexy de la gestion de patrimoine. C'est vrai aussi ça. Est-ce qu'il faut courir après tous les dispositifs de défiscalisation ? J'ai rencontré beaucoup de clients qui payaient des dizaines de milliers d'euros d'impôts et qui avaient pour seul et unique objectif de payer moins d'impôts. Donc, l'optimisation fiscale, c'est bien, mais il ne faut pas être aveuglé par la carotte fiscale. Le plus important, c'est le sous-jacent, c'est le placement qu'il y a derrière. Donc, il faut d'abord étudier le placement qui nous est proposé, voir le gain final, parce que économiser 10 000 euros d'impôts, c'est bien, mais si ça nous en coûte 12, ça n'a aucun intérêt. Donc, le plus important, c'est vraiment de regarder ce qu'il y a derrière. Il existe de très bons produits, de très bonnes solutions en France. On a par exemple le Girardin, le PER, dont on a déjà évoqué le sujet ici, où la rentabilité fiscale peut être super importante. Mais il faut toujours qu'il y ait un double objectif, parce que vouloir diminuer ses impôts uniquement pour diminuer ses impôts, ça peut souvent être contre-productif. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des investissements où, au bout des 10 ans, au final, ça nous a coûté plus cher que l'économie d'impôt réel. En plus, il y a le plafond des niches. Il y a le plafond des niches aussi à prendre en compte. Si l'outil qu'on vise rentre dans le plafond ou pas, parce que dans ces cas-là, on peut investir à perte en plus. C'est ça. Donc la fiscalité est super importante, parce que ça peut, si c'est pas anticipé, ça peut ruiner un investissement, la rentabilité d'un investissement, mais il faut pas que ça soit le seul et unique objectif avant de prendre une décision. Eh bien voilà quelques idées reçues battues en brèche. Merci beaucoup Yann. Merci Cédric. Yann de Florenne donc pour Modo Patrimoine. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine pour cette semaine. On se retrouve mercredi prochain. À très vite.
Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.